Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé d'acheter l'entreprise Alibaba malgré tous les risques qui sont liés à la Chine et je te donnerai le prix d'achat maximal auquel je serai prêt à continuer à l'acheter. Dans un second temps, je te partagerai le portefeuille que j'ai créé en début d'année. Donc pour rappel, je me suis fixé comme objectif de battre le marché. Donc comme j'investis principalement dans des entreprises américaines, le but c'est de faire mieux que le S&P 500 et on va même aller plus loin puisque je compte réaliser un rendement annualisé minimum de 12%. Donc c'est parti pour notre analyse. Donc, dans un premier temps, on va aller vraiment regarder les fondamentaux de l'entreprise Alibaba pour te montrer à quel point ils sont exceptionnels. Donc, ce qu'on va vouloir dans un premier temps, c'est regarder le taux d'endettement. Ce qu'on veut, c'est une entreprise qui soit pas du tout endettée ou qui a un endettement maîtrisé. Donc, pour ça, on va regarder deux métriques qui sont sa dette long terme et sa dette nette. Donc, sa dette nette, c'est très simple, il faut faire juste la différence entre sa valeur d'entreprise qui est juste là et ici la capitalisation boursière. Donc si on fait la différence ici entre les deux, on a environ 9 milliards. 9 milliards, on va les comparer directement ici à notre free cash flow moyen au cours des 5 dernières années qui est de quasiment 20. Donc là, 9 comparé à 20, on n'est même pas à du 50%. Ça veut dire que l'entreprise mettrait un peu moins de 6 mois pour rembourser sa dette nette. Donc ce qui est exceptionnel. Nous, ce que l'on souhaite, c'est au maximum 5 années. Donc là, c'est bien, nickel. Maintenant, au niveau de sa dette long terme, on va regarder toujours son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Donc on va dire qu'il est à 20 et on va le multiplier nous par 5 pour toujours avoir nos 5 années. Donc 20 x 5, on est à 100. Donc on veut que sa dette long terme soit inférieure à 100 milliards. On va direct dans son bilan comptable, on descend au niveau de sa dette long terme. Voilà, total long term liabilities, 31. Même sa dette totale est inférieure à 100. Donc là, ce qui veut dire que c'est nickel. L'entreprise là, Alibaba, c'est une entreprise qui est faiblement endettée. Donc autant vous dire que c'est une entreprise qui a très peu de chances de faire faillite, surtout lorsque les conditions économiques s'appauvrissent. Maintenant, on va regarder dans un second temps tous les indicateurs de rentabilité. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les personnes qui gèrent cette entreprise utilisent du mieux possible l'argent qu'ils possèdent. Donc nous, on va regarder trois indicateurs qui sont ici le retour sur les actifs, le retour ici sur les capitaux propres et le retour sur les capitaux ici investis. Et ce qu'on va vouloir, c'est que vraiment ces trois métriques soient d'au minimum 12%. Comme on peut le voir ici, c'est pas le cas. Donc là, on pourrait se dire, attention, les personnes qui gèrent Alibaba ne savent pas utiliser leur argent. Sauf qu'il est très important de se remettre dans le contexte. La Chine a été énormément impactée par la crise du Covid. Donc forcément, il y a eu, on va dire, l'économie a vraiment tourné au ralenti. En plus, Alibaba, c'est une société qui est en pleine croissance, donc qui va réinvestir à fond en fait son argent. Donc je ne suis pas étonné plus que cela qu'en fait ces indicateurs soient relativement faibles. Après, quand on voit par exemple un ROE là de quasiment 10, le ROIC cette année à 7, là honnêtement je pense que c'est une entreprise qui au cours des prochaines années arrivera largement à avoir un ROIC d'au minimum 12%. Donc ça, ok, on va dire qu'on ne coche pas cette métrique, mais ce n'est rien d'inquiétant pour ma part. L'entreprise verse un dividende donc depuis cette année, donc elle a versé à ses actionnaires 2,47 milliards, qui correspond à un rendement ici de 1,35%. Honnêtement, ça m'emmerde. Au tout début, Alibaba ne versait pas de dividende. Pour moi, c'est encore une entreprise qui va pouvoir vraiment s'accroître au maximum. Donc je trouve ça dommage qu'elle utilise déjà son cash flow pour verser des dividendes à ses actionnaires. Après, le plus important, c'est de voir est-ce que déjà ce dividende est pérenne ou non. 2,47, on va le comparer toujours à notre free cash flow moyen ici qui est de 20. Donc ça va nous donner 2,47 divisé par 20, voilà, fois 100, ça va nous donner 12,35%. Donc ce qui veut dire que ça, c'est le payout ratio de cette entreprise. Donc l'entreprise utilise un peu plus de 12% de ses bénéfices pour les redistribuer à ses actionnaires sous forme de dividendes. Donc au final, elle n'utilise pas tant de ça
pas tant que ça de son free cash flow. Donc ça, c'est OK. Nous, ce que l'on souhaite, voilà, c'est au maximum 50% pour que l'entreprise puisse utiliser une grande partie en fait de son free cash flow pour réaliser 4 autres choses qui sont quoi? Qui sont le remboursement de sa dette, qui sont le rachat de ses actions, qui sont le réinvestissement en elle-même ou l'acquisition de nouvelles entreprises. Donc là, OK, l'entreprise verse un dividende, c'est pas ce que je préfère, mais voilà, c'est un dividende qui est maîtrisé et qui pourra être largement augmenté dans le temps. Elle a des marges brutes ici de quasiment 38%. Donc pour une entreprise comme ça, dans la consommation discrétionnaire, c'est relativement important. Et des marges nettes qui étaient aux alentours des 14% et qui ont chuté là à 10-11% cette année. Ok, maintenant on va regarder tout ce qui est croissance au niveau de cette entreprise. Donc on va vouloir que 3 métriques soient en croissance. Ça va être le chiffre d'affaires. Donc on veut que l'entreprise vende de plus en plus de biens ou de services. Ensuite, on va vouloir que le résultat net et aussi que le free cash flow soient en croissance. Parce que c'est bien beau de vendre de plus en plus de produits ou de services, mais si au final, il y a des coûts additionnels qui se sont rajoutés, eh bien ça ne sert à rien. Donc, au niveau du chiffre d'affaires, 67 milliards en 2019. Alors, il faut juste que je me mette ici en annuel, parce qu'il peut y avoir des soucis des fois avec les entreprises chinoises. Donc en 2019, 52 milliards, cette année, 120 milliards. Donc là, une augmentation de un peu plus que 2. Ok, c'est parfait. Maintenant, le résultat net, il était de 12 milliards, hop, cette année 10 milliards. Donc là, attention, le résultat net a été impacté. Comme on peut le voir, il avait bien augmenté là en 2020-2021 et ensuite il a chuté au cours des années 2020, en 2022 et là il commence à se reprendre. Donc là, ça va être vraiment important de comprendre pour quelles raisons en fait il a chuté autant. Donc là, les années 2020, là, c'était peut-être lié justement, vu qu'il y avait le Covid, l'entreprise a probablement vendu pas mal de produits en ligne, vu que les gens en fait ne pouvaient pas sortir. Mais donc du coup, ensuite, pour quelles raisons en fait il y a eu une chute aussi brutale, surtout que le chiffre d'affaires, lui, est toujours en augmentation. Donc là, il va falloir regarder en fait tous les rapports financiers pour comprendre cela. Et enfin, au niveau du free cash flow, hop, on va se mettre en annuel, voilà. Il était en 2019 de 14 milliards et cette année de 22 milliards. Donc ça c'est bien. Le résultat net était lui en diminution. Par contre, le free cash flow, lui, est en croissance. Donc ça c'est vraiment ce que l'on sait voir. Autant le résultat net c'est quelque chose qui peut être facilement manipulable par les comptables, autant le free cash flow c'est bien plus compliqué. Le free cash flow c'est simple, c'est vous prenez l'argent entrant, vous le soustrayez par l'argent sortant. Et donc là, c'est vraiment le sang de l'entreprise de free cash flow. Donc c'est une métrique qui est très importante à regarder. Et si là, elle est en augmentation, c'est très bon signe pour la société. Enfin, la dernière métrique que l'on va aller regarder, ça va être le nombre d'actions en circulation. Donc c'est une métrique, honnêtement, qui est très peu regardée des investisseurs et pourtant qui est primordiale. Parce qu'elle va tout simplement nous permettre de savoir si oui ou non l'investisseur est dilué dans le temps. Donc on va vouloir que cette métrique soit stable ou en diminution dans le temps. Donc en 2019, il y avait 2,62 milliards d'actions. Cette année, 2,64 milliards d'actions. Donc là, attention, l'actionnaire est légèrement dilué. Pas beaucoup, mais légèrement. Donc là, honnêtement, rien d'inquiétant là-dessus. Donc maintenant, on va aller regarder rapidement ce que pensent les analystes pour les prochaines années. Pour son bénéfice par action, ils s'attendent ici à une augmentation, pas forcément importante, mais une augmentation de son bénéfice par action. Et au niveau de son chiffre d'affaires, ici, comme on peut le voir, une augmentation aux alentours des... Allez, on doit être sur des 7 à 8% annualisés. Ok. Donc maintenant, on va utiliser un outil qui va nous permettre de calculer le prix d'achat maximal auquel on pourrait acheter cette entreprise. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. Donc, au niveau de cet outil, déjà on va réaliser nous des estimations sur 10 années. Pourquoi ? Tout simplement, on est des investisseurs long terme. Donc le but c'est de posséder l'entreprise autant de temps que possible. Ensuite, on va réaliser 3 types d'estimations. Des estimations plutôt pessimistes, des estimations ici on va dire réalistes et des estimations un peu plus optimistes. Donc pour la croissance du chiffre d'affaires, moi je vais partir ici sur du 4, 6 et 8. Comme on le voyait, les analystes ils estimaient une croissance aux alentours des 7-8%,
Sauf que généralement, les analystes, ils ont tendance à être un peu trop optimistes. Donc c'est pour ça que je les mets toujours, moi, sur la borne la plus haute. Maintenant, au niveau des marges nettes. Comme on peut le voir là, les marges nettes sont en déclin au cours des dernières années. Donc on va partir, nous, minimum sur du 10, 14 et 18. Maintenant, sur les marges sur le free cash flow. Donc là, pareil, en déclin par rapport aux dernières années. Moi, je vais partir minimum sur du 16, 18 et 20. Maintenant, pour le PER et le PCF. Donc ça, un indice de référence, ça va avoir un PER PCF moyen de 15 à 16. Et nous, en fait, on va pouvoir l'ajuster en fonction de deux métriques. Le premier, c'est est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis. Bon, là, on est aux alentours des 7%, on va dire. Donc ce n'est pas exceptionnel. Après, comme je vous le disais, l'entreprise a été vachement impactée lors du Covid. Donc ce ROIC, je pense que normalement, il est bien plus haut qu'on peut le percevoir ici sur ce site. Ensuite, est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Bon, là, des croissances entre 4 et 8%, ce n'est pas forcément important. Même si je pense que Alibaba, c'est une entreprise qui a un moat en Chine, on va dire que je ne vais pas lui attribuer ici un premium si important, parce qu'il y a quand même pas mal de risques qui sont liés justement à la Chine. Donc nous, on va lui mettre juste 14, 15 et 16. Donc la moyenne du marché. Enfin, pour ce que j'attends au niveau du retour, moi je mets minimum du 12, 13,5 et 15. Là, vu qu'il y a quelques risques qui sont liés à la Chine, je vais demander des marges un peu plus importantes. Donc on va partir sur du 13, 15 et 17. On analyse tout ça et ça nous donne, et ben voilà, ces chiffres. Pour te les expliquer, en gros, si par exemple, tu penses que les estimations, on va dire, basses se réaliseront, donc celle-ci, une croissance du chiffre d'affaires de 4%, une marge sur le free cash flow, donc moi je regarde bien plus le free cash flow que les marges nettes, une marge sur le free cash flow de 16%, avec un PCF moyen de 14, et que tu souhaites réaliser un rendement de 13%, alors tu pourrais acheter l'entreprise jusqu'à, allez, on va dire 98-99 $. Maintenant, si par exemple les estimations hautes se réalisent, donc 8% de croissance annualisée du chiffre d'affaires, des marges sur le free cash flow de 20, un PCF de 16, et que tu achetais l'entreprise à son prix actuel, qui est là de 72 $, alors tu réaliserais un rendement annualisé de 28%, donc ce qui est exceptionnel. Donc oui, il y a toujours des incertitudes liées à la Chine, mais en fait, quand je vois des rendements aussi importants, je me dis clairement que le jeu en vaut la chandelle. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé d'investir dans l'entreprise Alibaba. Peut-être que je serai déçu, mais en tout cas, si je devais répéter cette opération plusieurs fois sur différentes entreprises, et ben au final, ça se passerait plutôt bien pour ma part. Parce que les rendements en fait sont tellement importants ici que s'il y avait quelques positions qui feraient défaut, les autres les combleraient largement. Donc là, j'ai déjà passé mon ordre sur IBKR, donc j'attends l'ouverture des marchés là d'ici quelques heures avant que cet ordre soit réalisé. Maintenant, pour finir, on va regarder rapidement le portefeuille là qu'on a créé en début d'année. Donc pour l'instant, on a investi 500 €, donc ce qui correspond à ici 535 $, donc dans deux entreprises. Donc pour l'instant, on est à moins 8% de rendement. Et donc on avait acheté à la fois l'entreprise Mercado Libre et l'entreprise InMode. Donc Mercado Libre, si tu connais pas, en gros, c'est plus ou moins le pendant d'Amazon. Sauf que là, on est au niveau de l'Amérique latine. Et InMode, c'est une entreprise dans le domaine de la santé qui réalise en fait des instruments non invasifs pour tout ce qui est chirurgie esthétique. Donc voilà, comme on peut le voir ici, donc un retour là sur Mercado Libre de quasiment moins 7% et de quasiment moins 9% pour InMode. Est-ce que ça veut dire que je me suis complètement trompé sur ces deux entreprises? Eh bien, pas du tout. Comme je l'ai dit, vous pouvez aller revoir la toute première vidéo de cette playlist. Ce n'est pas parce qu'on a des mauvais rendements au début que c'est une mauvaise décision, et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on a des très bons rendements dès le début que c'est une bonne décision. Qu'il faut vraiment garder, c'est l'investissement sur du très long terme. À court terme, le marché n'est pas du tout
efficient. Tout le but en tant qu'investisseur, ça va être vraiment d'acheter à chaque fois qu'il y a des décorrélations entre la valeur intrinsèque de l'entreprise que vous souhaitez acheter et la valeur que vous propose le marché. Donc voilà, c'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine. Ciao!